troisième partie de l'Africa Newsroom. Merci si vous nous rejoignez. Je suis toujours avec Loza Selachi, analyste politique, Emmanuel Dupuis, président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, professeur associé à l'Université Paris-Sud, Tiefing Sissoko, sociologue de l'éducation. On passe tout de suite au reste de l'actualité dans Grand Temps. Aucun accord n'a encore été signé, mais le FMI annonce être toujours en discussion avec le Congo-Brazzaville. Des négociations entre l'institution et le FMI, pardonnez-moi, qui ont débuté en octobre 2017. Il s'agit pour le gouvernement congolais d'obtenir un accord d'appui financier. Les pourparlers semblent buter sur la question de la restructuration de la dette publique congolaise. Reportage sur place d'Eva Pansou. Les négociations entre le Congo et le Fonds monétaire international en vue de la signature d'un accord de financement seraient au point mort. Lors de sa visite chez le ministre des Finances ce mardi 19 février 2019, l'administrateur du FMI en Afrique francophone a indiqué que des aspects de forme bloquent la procédure malgré le bon déroulement des négociations. Il faut mettre en conformité un certain nombre d'exigences, c'est-à-dire il faut les mettre en conformité avec les procédures. Donc c'est des exigences de forme. C'est que dans le fond, il n'y a pas de difficulté. En effet, le FMI exige aux autorités congolaises des mesures fermes visant à améliorer la gouvernance. D'autres sujets comme la corruption attendent encore d'être clarifiés. La dette du Congo s'élève à 9,5 milliards de dollars. Celle-ci pèse énormément sur ses pourparlers selon les experts. Le principal point d'achoppement, qui d'ailleurs est à la base du blocage des négociations, si on peut le dire ainsi, c'est la dette extérieure et notamment la dette chinoise. Je pense qu'il y a comme une certaine volonté de la part des autorités congolaises, au niveau notamment de certaines mesures de recommandations structurelles. L'audit de la SNPC, je pense que ça attend encore. Une haute autorité de lutte contre la corruption a été créée, même si on attend qu'il y ait un décret d'application. L'examen de la situation du pays a déjà été repoussé à 5 reprises avant de disparaître complètement de l'agenda du conseil d'administration du FMI. Notons que la croissance pourrait se redresser davantage et atteindre 3% en 2019 grâce à la hausse de la production pétrolière et une reprise de la croissance de l'économie hors pétrole. Des discussions lancées déjà depuis octobre 2017 et aucun accord n'a encore été signé. Tiefing Sissoko, qu'est-ce qui bloque exactement ? Mais disons que le pays n'envoie pas des signaux positifs donc à l'organisation internationale, donc le FMI, qui leur permettent d'octroyer des crédits nécessaires pour le financement de l'économie. C'est un sujet en fait qui est aussi vieux comme le monde, hein, sur le surendettement des pays en difficulté, des pays d'Afrique aussi. Et le Congo, quand on regarde les chiffres, on voit que ce Congo il est surendetté à plus de 5 000 milliards de francs CFA. Donc 5 000 milliards de francs CFA, ça représente quoi quand on le convertit? C'est une dizaine de millions, disons des milliards de dollars, puis environ 9 milliards, en tout cas 9 milliards d'euros ici. Donc du coup, c'est des sommes qui sont extraordinaires. On a l'impression que du coup, pour obtenir ce financement, on attend des États de faire des efforts notamment sur des politiques d'ajustement structurel, donc on peut en revenir, sur un certain nombre de choses aussi à envoyer sur la lutte contre la corruption, sur la lutte contre le népotisme ou autres dispositifs de gouvernance de la question économique à renforcer. Et dans les signaux qui sont envoyés par le Congo, mais finalement, ça ne satisfait pas l'organisation. Et donc, à partir de là, les négociations sont toujours en cours. Je crois même que Denis Sassou Nguesso a proposé très récemment un mémorandum pour la moralisation, non pas de la vie politique, mais la moralisation économique au Congo. Mais finalement, malgré ces signaux envoyés, ça ne convainc pas encore l'institution. Alors, le gouvernement, lui, refuse de parler de blocage. Un gouvernement qui se montre quand même assez optimiste sur peut-être un accord qui pourrait éventuellement être signé, Loza Selachi. Mais pour l'heure, c'est pas fait. Comme le FMI refuse de parler ne veut pas dire refuse. Oui. Parce honnêtement, moi, je n'ai pas vu beaucoup de détails à ce sujet. C'était juste une question de dire, oui, le Congo a rempli les demandes de réformes structurelles sur le fond, mais pas sur la forme, et c'est pour ça que ça bloque.
ce qui me semble un peu étrange. Il est vrai qu'économiquement, c'est une situation un peu délicate, notamment à cause de la chute du prix du pétrole. Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, ça représente, en termes de dette, en tout cas, le Congo est endetté à peu près 120% de son PIB, ce qui est quand même énorme. Mais il y a donc, pour moi, deux façons de voir la chose. Nous pouvons voir le côté un peu officiel où le FMI n'a pas forcément envie d'alléger la dette pour la deuxième fois en 8 ans, où le régime stagne un peu, où il y a la dette dont je viens de parler, mais aussi des détournements de fonds, du blanchiment d'argent, de la corruption, notamment dans le camp du président, sa fille ou son neveu qui ont été mis en cause, même en France, dans le cas d'Ibiam Malaki. Donc, ça ne donne pas très envie de financer ce genre de train de vie ou ce régime. D'autre part, je suis un peu... j'ai une position un peu particulière par rapport au FMI au Congo parce que c'est une organisation qui est constamment présente, que ce soit institutionnellement ou par des gens qui ont autrefois appartenu au FMI. Monsieur DSK conseille actuellement le président. L'ancien responsable du FMI, Monsieur Moussa, qui avait négocié l'allègement de la dette en 2010. C'était une situation un peu étrange parce qu'il est parti peu de temps avant que l'allègement soit accordé et a fondé, d'après Global Witness, je dois quand même citer la source, mais a fondé une compagnie pétrolière au Delaware, aux États-Unis, qui s'appelle Continent avec un K, détenue dans une certaine proportion par un dénommé Monsieur Vega, très proche conseiller du président, qui ensuite a une succursale qui s'appelle Continent Congo, qui a pu avoir un contrat d'exploitation de pétrole offshore. Donc, est-ce que cet allègement de dette accordé en 2010 n'a pas derrière été récompensé? Ça, je vous le laisse voir, mais est-ce que ce nouvel allègement ne va pas aussi susciter ce genre de dérive? C'est ça ma question. Emmanuel Dupuy. La question qui, à mon avis, mérite d'être posée, c'est pas tellement la nature, enfin, le volume de la dette, vous l'avez évoqué, un petit peu plus d'ailleurs de 9 milliards d'euros, mais c'est la nature des créanciers. Parce que je rappelle quand même que 35% de la dette du Congo est détenue par la Chine. Et les 30% restants par des traders pétroliers. Glencore, Glencore qui est une société anglo-suisse. Donc la vraie question, c'est à qui appartient le Congo, d'une certaine façon. Et c'est la question que se pose le FMI. La traçabilité du circuit économique que vous évoquez montre qu'il y a évidemment beaucoup de choses à regarder avec minutie. Mais au-delà de tout ça, la question du FMI pose une autre question. C'est que la plupart des États ont finalement 3 choix pour essayer d'irriguer leur économie ou d'étayer ou de solidifier leur comptabilité nationale. Premièrement, comme le Ghana l'a fait, de ne pas avoir recours au FMI, en essayant de trouver une solution inclusive. Mais c'est le Ghana. Avoir recours au FMI, avec tout ce que cela comporte d'ajustements structurels, avec parfois des remèdes qui sont parfois plus expéditifs que le mal lui-même. L'abrogation d'un certain nombre de privilèges est peut-être un grand mot, mais en tout cas, la remise en cause d'un pacte social qui s'appuyait beaucoup sur la puissance du service public ou la manière de gérer les relations entre les différents éléments de la société par ce biais. Et puis il y a un troisième élément, et je crois que c'est ce dont il est question au Congo, et qui d'une certaine façon a un petit peu douché, si j'ose dire, la volonté du FMI d'accorder cette aide structurelle, c'est effectivement le recours à d'autres pays qui ont proposé de compenser ce que le FMI ne donne pas. Et le dernier en date est la Russie. Et donc je crois qu'il y a vraiment une réflexion à avoir sur la souveraineté économique des pays en question et la manière dont ils ont recours ou non, trop souvent, parce que la question du FMI est sur le continent africain comme dans les années 90 sur le continent asiatique, une solution, si j'ose dire, non pas de facilité, mais une solution structurelle dont les conséquences sont assez dramatiques pour le pouvoir d'achat
et tout simplement pour l'employabilité des habitants du pays. Donc c'est une vraie question, mais l'autre question c'est à qui appartient la dette, et de ce point de vue, c'est quand même la Chine qui a la main. Tiefling Sissoko. À mon avis, il ne faut pas avoir peur de dire que c'est une solution de facilité. Le FMI, c'est jamais une... quand on regarde un peu l'histoire, et vous avez cité l'exemple du Ghana, on peut citer d'autres pays. Quand on regarde l'histoire en fait, du FMI et des pays qui étaient surendettés, qui essaient de s'en sortir, le FMI n'est jamais une meilleure solution en fait. Regardez l'Argentine. L'Argentine qui était d'ailleurs proposée comme le modèle en fait en termes de politique d'ajustement structurel et aussi d'aide du FMI. L'Argentine, en 2000, lorsqu'on a connu la crise économique sans précédent en Argentine, eh bien, ça n'est suivi une crise politique institutionnelle. En 10 jours, ils ont connu 5 présidents. C'est une petite anecdote, mais qui a beaucoup de sens. 5 présidents en 5 jours en Argentine, à partir de 2000-2005. Donc, vous voyez bien que ce pays, qui était un modèle en fait en termes de politique d'ajustement structurel, n'a pas réussi en fait à sortir de la crise avec l'aide qui avait été proposée par le FMI. D'ailleurs, en 2005, le président qui était arrivé au pouvoir a décidé d'annuler purement et simplement les dettes, puisque une dette, c'est quoi en fait? C'est une écriture. Et cette écriture qui permet, puisque l'argent, en fait, il n'y a pas d'argent qui circule dans cette configuration. Il y a de l'autorisation d'argent, donc on parle des écritures. Je dis que vous me devez de l'argent, etc. Mais au-delà de cette anecdote, quand on regarde de façon caricaturale cette histoire et qu'on se l'applique à soi personnellement, imaginons qu'on soit dans nos familles, dans les ménages, totalement endettés. Et donc on est endetté pour faire face aux dépenses de notre vie, on va pouvoir emprunter encore plus et encore plus pour pouvoir développer des activités et des activités finalement qui sont peu rentables. Et c'est exactement la même chose qui se passe dans ces pays du monde où finalement on s'inscrit dans des sociétés où les richesses qui sont produites dans ces sociétés ne permettent pas de couvrir les dépenses. Et donc finalement, les recettes qui sont autorisées sont investies dans les secteurs qui ne sont pas rentables. Imaginons, quand on regarde l'exemple d'autres pays, les FMI autorisent de l'argent et puis cet argent a été utilisé pour le luxe, pour acheter des avions ou acheter autre chose. Donc on voit bien que parfois c'est ce projecteur qui est porté sur ces États et qui ne parviennent pas à avoir, en tout cas à apporter les preuves d'une bonne gouvernance. Je crois que le cœur du dispositif, c'est cela, c'est la question de la gouvernance de l'économie. Et je crois que c'est là où les États sont attendus. En tout cas, pour vous, le Congo a fait là le choix de la facilité. Selaché, vous partagez cet avis? Oui, complètement, tout à fait. Parce que si c'était seulement un résultat de la conjoncture économique qui faisait qu'ils n'arrivaient pas à rembourser leurs dettes et qu'ils demandaient un report ou une renégociation, à la limite, ça aurait été compréhensible. Mais M. Sassou Nguesso, qui est là depuis 1997, et je pense qu'il pille son pays sans honte, en fait, et qu'il s'approprie une grande partie des richesses pour faire un peu de clientélisme, pour s'assurer qu'il y a un clan qui lui reste fidèle. C'est aussi un allié de choix pour pas mal de partenaires internationaux parce qu'il assure la stabilité dans la région avec un voisin, l'autre Congo, qui est un peu moins stable que son pays à lui. Donc je pense qu'il sait qu'il a une certaine marge de manœuvre, mais je pense qu'on arrive un peu à la limite là quand même. Emmanuel Dupuis. Non, moi je partage votre point de vue, au moins sur le rôle de stabilisateur dans la région. Je passe pas de jugement de valeur sur le caractère démocratique ou non, mais effectivement, le Congo a joué un rôle dans la stabilisation en Centrafrique, avec un certain nombre d'accords. Le dernier accord, celui qui a précédé l'accord de Khartoum en juillet 2017 à Libreville, donc il y a, pardon, à Libreville, à Brazzaville, donc il y a effectivement une image que le président Denis Sassou Nguesso veut mettre en avant, en évoquant, comme vous le dites, le fait qu'autour, ça ne se passe pas aussi bien que la communauté internationale l'aurait souhaité, même si, in fine, il va y avoir une continuité. Mais je crois qu'il y a un autre élément qui me semble aller favoriser, si j'ose dire, le statu quo, c'est que le prix du pétrole remonte.
et que la situation qui avait provoqué le blocage depuis octobre 2017, c'était avec un pétrole qui était tombé entre octobre 2016 de 129 $ à quasiment 30 $, on est à 54 $, et il augmente. Donc ça veut dire qu'il y a des marges de manœuvre supplémentaires sur lesquelles le Congo va jouer, justement pour essayer de mettre la pression sur un certain nombre de ses débiteurs. Mais comme je le rappelais précédemment, et d'une certaine façon, le mélange des sujets l'a montré, la question de l'électricité est aussi une façon de montrer qu'il y a de la part du Congo une volonté d'appeler de nouveaux investisseurs. Les Chinois sont là depuis longtemps, mais il y a un certain nombre d'autres investisseurs qui reviennent dans cette partie du monde, je pense notamment aux Américains, qui ont démontré, en tout cas cette administration, qui a démontré qu'elle veut s'investir précisément dans cette partie de l'Afrique. Et donc je pense que, encore une fois, ce n'est pas un jugement de valeur ou un satisfecit ou un blanc-seing que je donne au président Sassou Nguesso, mais il a encore des cartes qu'il peut jouer, justement en mettant en avant le fait qu'il y a beaucoup de gens qui veulent plutôt investir au Congo-Brazzaville et peut-être moins dans les pays qui ont connu des processus électoraux moins démocratiques ou en tout cas plus perturbés que ne l'aurait souhaité la communauté. Donc cet accord avec le FMI peut encore être sauvé. En tout cas, rien n'est encore joué. Tiafing Sissoko. Oui, rien n'est encore joué. Quand on regarde cette institution, c'est quand même le FMI, c'est extrêmement politique comme institution. Regardez ceux qui se sont succédés à la tête du FMI ces dernières années. Dominique Strauss-Kahn, vous en parlez, et actuellement Christine Lagarde, qui est du coup la directrice du FMI. C'est une institution extrêmement politisée. Et donc du coup, les enjeux, j'ai l'impression que les enjeux des États se jouent à ce niveau, les enjeux économiques des différents États. Et donc nous sommes dans un pays, regardez la richesse du Congo, la richesse naturelle de ce Congo, les ressources naturelles extraordinaires, et finalement de se retrouver dans un pays qui n'est pas en mesure d'exploiter ces ressources naturelles et finalement de générer suffisamment d'économies pour couvrir ces secteurs. On voit bien qu'il y a des enjeux en fait qui sont en place. Et je ne suis pas sûr personnellement que le Fonds monétaire international soit la solution, comme je l'ai indiqué. Mais je pense que le Fonds monétaire international va garder la main aussi sur le Congo, sur l'économie, donc puisque finalement, quand on autorise des crédits, donc du coup on doit par la suite de l'argent au Fonds monétaire international et qui assure sa légitimité sur ce jeu. Toutes les dispositions qui ont été développées, puisque on parle, et je répète, on parle encore de politique d'ajustement structurel. Mais c'est quoi en fait au fond ces politiques d'ajustement structurel? Ça veut dire qu'en contrepartie de ces crédits qui vont être octroyés, on va demander à l'État de faire un certain nombre d'efforts sur certains secteurs. Donc ça veut dire sur l'économie, la santé ou autre chose, on va demander à l'État peu d'investissement dans ces secteurs. Dans le domaine économique encore, dans le secteur de l'emploi, on va peut-être partir vers le gel des salaires. Donc le niveau des salaires ne va pas augmenter. Et donc, on voit bien que dans ces politiques d'ajustement structurel, et c'est l'apport des économistes qui les disent aussi, eh bien, les populations, la masse, continue de souffrir, la majorité qui se retrouve dans les grandes villes, puisque finalement, les denrées alimentaires de base, les prix augmentent, puisque avec les politiques d'ajustement structurel, c'est ce qui se passe, c'est un jeu économique. Et donc, puisque ces denrées augmentent, une minorité peut les payer, et puis la majorité ne parvient pas à les payer. Donc, ça crée une forme d'injustice sociale. Et je crois que la condamnation, un peu, c'est ça. C'est là. Avec ce dispositif, il y a une persistance des inégalités sociales, des inégalités au niveau de la population. Et bien sûr, les Congolais qui ont encore en mémoire les ajustements structurels des années, bien sûr, 80 et 90. Merci à tous les trois pour toutes vos explications. Tiafing Sissoko, je rappelle que vous êtes sociologue de l'éducation, Leza Selassie, analyste politique, et Emmanuel Dupuy, président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, professeur associé à l'Université Paris-Sud. Merci à tous les trois et merci à vous, bien sûr, de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve demain. Très bonne soirée. Merci.